Pendant des siècles, l'histoire officielle a proposé une version linéaire du développement humain. Des chasseurs-cueilleurs primitifs qui, au fil des millénaires, auraient progressivement évolué vers les premières civilisations connues de Mésopotamie, d'Égypte et d'Inde. Cette progression ordonnée constitue le fondement de l'archéologie académique. Pourtant, un ensemble croissant d'anomalies archéologiques, géologiques et linguistiques soulève une question que la science institutionnelle a longtemps évitée. Et si cette trajectoire linéaire était incomplète? Des structures enfouies sous des mètres de sédiments, des mythes convergents sur des continents séparés par des milliers de kilomètres, des technologies apparemment absentes de leur contexte historique, ces éléments ne s'expliquent pas facilement dans le cadre narratif dominant. L'hypothèse d'une civilisation antérieure, effacée par une catastrophe globale, n'est pas nouvelle, mais les données qui l'alimentent aujourd'hui sont plus précises, plus nombreuses et plus difficiles à ignorer qu'elles ne l'ont jamais été. L'histoire académique enseigne que la civilisation humaine organisée a émergé il y a environ 5000 à 6000 ans, d'abord en Mésopotamie avec les Sumériens, puis en Égypte avec les premières dynasties pharaoniques et parallèlement dans la vallée de l'Indus. Ce modèle repose sur des données archéologiques réelles, des tablettes d'argile, des structures en briques, des nécropoles datées par la méthode du carbone 14 et par stratigraphie. Ces données sont solides dans leur propre contexte. Le problème n'est pas ce qu'elles prouvent, mais ce qu'elles ignorent. Les Sumériens, souvent présentés comme les premiers bâtisseurs de civilisation, n'ont eux-mêmes jamais prétendu avoir tout inventé. Leurs propres textes, les listes royales sumériennes, les tablettes d'Éridu, les récits cosmogoniques gravés en cunéiforme, affirment explicitement avoir hérité d'un savoir antérieur, transmis par des êtres qu'ils appelaient les Apkallus, 7 sages antédiluviens censés avoir apporté les arts de la civilisation avant un déluge global. Ces récits ne sont pas traités comme des données historiques par l'archéologie conventionnelle, ils sont classifiés comme mythologie. Mais ce classement repose sur un présupposé fondamental, que les anciens ne pouvaient pas décrire des événements réels à travers des cadres symboliques. Ce présupposé mérite d'être examiné sérieusement. Les traditions orales de nombreuses sociétés non alphabétisées ont préservé des souvenirs d'événements géologiques réels sur des milliers d'années. Une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science a démontré que des récits aborigènes australiens décrivant la montée des eaux côtières correspondent avec précision à des événements géologiques survenus il y a plus de 7000 ans. Si une tradition orale peut conserver une mémoire aussi précise sans écriture, il devient difficile de rejeter systématiquement les textes sumériens comme de simples inventions fictives. L'archéologie institutionnelle fonctionne avec des contraintes méthodologiques légitimes. Elle exige des preuves matérielles, des datations vérifiables, des contextes stratigraphiques clairs. Ces exigences sont scientifiquement justifiées. Mais elle crée aussi un biais structurel. Seules les civilisations qui ont laissé des traces durables dans des environnements favorables à la préservation sont documentées. Une civilisation qui aurait existé dans des zones côtières aujourd'hui submergées ou dans des régions tropicales où les matériaux organiques se dégradent rapidement, laisserait peu ou pas de traces accessibles aux méthodes archéologiques du standard. L'absence de preuves dans ce cadre méthodologique ne constitue pas une preuve d'absence. Ce point est central. La quasi-totalité des grands sites archéologiques connus se trouvent dans des zones géographiques dolées qui correspondent à des régions relativement stables sur le plan géologique depuis 10 000 ans. Les zones côtières qui étaient habitées pendant le dernier maximum glaciaire, les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent des fenêtres inférieures de 120 à 130 mètres à son niveau actuel, sont aujourd'hui sous les eaux. Aucune fouille systématique de ces zones immergées n'a jamais été entreprise à l'échelle globale. Les quelques explorations sous-marines qui ont été menées ont déjà produit des résultats troublants, qui seront examinés dans un segment ultérieur. La chronologie académique repose également sur un autre présupposé implicite, que le développement cognitif et organisationnel humain a suivi une progression continue et sans interruption majeure. Or, les données paléoclimatiques comptant des 50 dernières années ont profondément reconfiguré la compréhension des conditions environnementales de la préhistoire récente.
La période comprise entre 12 900 et 11 700 ans avant notre ère, connue sous le nom de Drias récent, a été marquée par un refroidissement brutal et global d'une intensité comparable à une ère glaciaire miniature. Les causes de cet épisode font encore l'objet de débats scientifiques actifs, mais ses effets sur les populations humaines de l'époque ont été considérables. Migration massive, effondrement d'écosystèmes, disparition de mégafaunes sur plusieurs continents. Si une civilisation organisée avait existé avant ou pendant le Drias récent, elle aurait subi les conséquences directes de cet événement climatique catastrophique. Une population suffisamment réduite et dispersée par une telle crise aurait pu perdre en quelques générations les structures institutionnelles, les systèmes d'écriture et les savoir-faire techniques qu'elle avait accumulés. Ce que les générations suivantes auraient conservé, c'est ce qui peut se transmettre oralement. Des récits, des symboles, des instructions codées comme dans des mythes. Cette hypothèse n'était pas une certitude, mais elle est cohérente avec l'ensemble des données disponibles et elle mérite une investigation rigoureuse plutôt qu'un rejet a priori. Ce qui rend le problème particulièrement complexe, c'est que les anomalies ne se concentrent pas dans une seule région ou une seule discipline. Elles apparaissent simultanément en archéologie, en géologie, en linguistique comparée, en génétique des populations et en archéoastronomie. Chaque discipline prise isolément peut produire des explications alternatives pour les anomalies qu'elle observe. Mais lorsque ces anomalies convergent vers un même intervalle temporel et un même type d'explication, la probabilité que chacune soit indépendante et accidentelle diminue de façon significative. C'est cette convergence qui constitue le véritable sujet de cette investigation. En 1994, un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt entreprit de fouiller un site que les habitants locaux de la région de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie, connaissaient depuis longtemps sous le nom de Göbekli Tepe, littéralement la colline au nombril. Les premières fouilles révélèrent de quelque chose que personne dans la communauté archéologique n'était préparé à interpréter. Des piliers en forme de T, taillés dans le calcaire, certains atteignant 6 mètres de hauteur et pesant plusieurs dizaines de tonnes, organisés en cercles concentriques et couverts de bas-reliefs, représentant des animaux avec une précision et une maîtrise technique remarquables. La datation au carbone 14 appliquée aux couches organiques associées aux structures produisit des résultats qui forcèrent une révision immédiate des chronologies établies. Les structures les plus anciennes de Göbekli Tepe datent d'environ 11 600 ans avant notre ère, soit approximativement 9 600 ans avant la période commune. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie dans le contexte de l'archéologie traditionnelle, il faut le comparer aux repères établis. Les pyramides de Gizeh datent d'environ 2500 ans avant notre ère. Les premières cités sumériennes connues remontent à environ 3500 ans avant notre ère. Göbekli Tepe est plus ancien que ces deux références par un intervalle de temps supérieur à la totalité de l'histoire écrite connue. Et pourtant, il n'est pas le produit de chasseurs-cueilleurs découvrant par accident comment tailler la pierre. La complexité architecturale, la précision des sculptures, la coordination logistique nécessaire pour transporter et ériger des monolithes de plusieurs tonnes impliquent une organisation sociale avancée, une division du travail spécialisée et très probablement un système de transmission des connaissances structuré. Klaus Schmidt lui-même, avant sa mort en 2014, avait déclaré publiquement que Göbekli Tepe renversait le modèle séquentiel standard selon lequel l'agriculture avait précédé et rendu possible l'organisation sociale complexe. À Göbekli Tepe, la complexité organisationnelle apparaît sans agriculture documentée dans le contexte immédiat du site. Schmidt proposa l'hypothèse inverse. Ce sont peut-être les exigences logistiques de la construction et de l'entretien d'un site cérémoniel de cette envergure qui ont stimulé le développement de l'agriculture dans la région, et non l'inverse. Cette inversion causale n'est pas universellement acceptée, mais elle a été publiée dans des revues à comité de lecture et elle est prise au sérieux par une partie significative de la communauté archéologique. Ce qui n'a pas encore reçu d'explication satisfaisante, c'est la question de l'origine des compétences techniques démonstrées à Göbekli Tepe. La taille de monolithes de calcaire de cette dimension requiert des outils adaptés, des techniques de levage éprouvées et une connaissance précise des propriétés mécaniques de la roche. Ces compétences ne s'improvisent pas. Elles se développent sur plusieurs générations à travers un processus d'apprentissage cumulatif.
Or, aucun site intermédiaire documentant cette progression technique n'a été identifié dans la région pour la période précédant immédiatement Göbekli Tepe. Le site apparaît dans le registre archéologique avec une technicité déjà aboutie, sans antécédents locaux visibles. Plusieurs archéologues ont tenté d'expliquer cette absence par les lacunes inhérentes au registre archéologique. Les sites précurseurs existent peut-être, mais n'ont pas encore été trouvés, ou ont été détruits par l'érosion ou par les activités humaines postérieures. Cette explication est méthodologiquement correcte et scientifiquement honnête, mais elle soulève une question parallèle. Pourquoi, si des populations locales avaient développé ces compétences sur plusieurs générations, n'observe-t-on pas de sites intermédiaires dans une région qui a par ailleurs été fouillée de manière extensive depuis plusieurs décennies ? La région du Croissant fertile est l'une des zones archéologiquement les mieux documentées du monde. L'absence de précurseurs techniques à Göbekli Tepe dans cette région n'est pas triviale. Un autre aspect du site qui complique les interprétations conventionnelles est son enfouissement délibéré. Göbekli Tepe n'a pas été abandonné et recouvert par les sédiments naturels au fil du temps. Les analyses stratigraphiques indiquent donc que le site a été intentionnellement enterré, probablement entre 8000 et 10 000 ans avant notre ère, sous des tonnes de débris constitués de silex taillé, d'ossements animaux et de terre. Pourquoi une population aurait-elle consacré un effort considérable à ensevelir délibérément ses propres structures monumentales ? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Une transformation des pratiques rituelles, une réponse à une menace externe ou une décision intentionnelle de préserver le site pour des générations futures. Aucune de ces hypothèses n'est prouvée. Mais l'enfouissement délibéré implique une conscience de la valeur du site et une planification à long terme qui contredisent l'image de populations vivant exclusivement dans l'immédiateté du quotidien. Les bas-reliefs de Göbekli Tepe ont également fait l'objet d'analyses archéo-astronomiques. Une étude publiée en 2017 par des chercheurs de l'Université d'Édimbourg a proposé que certains arrangements de symboles sculptés sur les piliers encodent des événements astronomiques précis, notamment un impact ou une pluie de météorites associée au début du Drias récent, il y a environ 12 800 ans. Cette interprétation reste débattue, mais elle introduit une dimension supplémentaire. Les constructeurs de Göbekli Tepe auraient non seulement possédé des compétences architecturales avancées, mais aussi une connaissance astronomique suffisamment précise pour documenter des événements célestes dans la pierre. Une telle connaissance ne s'acquiert pas sans des générations d'observations systématiques du ciel, ce qui implique à nouveau une continuité institutionnelle que le modèle conventionnel ne peut pas expliquer pour cette période. La liste royale sumérienne est l'un des documents les plus étranges de toute l'histoire de l'écriture. Gravée sur des tablettes d'argile dont les copies les plus connues datent d'environ 2000 ans avant notre ère, elle recense les rois qui auraient gouverné les cités sumériennes depuis les origines jusqu'aux dynasties historiquement vérifiables. Pour les dynasties de tardives, celles qui correspondent aux périodes documentées par l'archéologie indépendante, les durées de règne sont vraisemblables. Quelques années, quelques décennies, rarement plus d'un siècle. Mais pour les dynasties antérieures au déluge, les chiffres changent radicalement de nature. Les rois antédiluviens auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années chacun. Alulim, premier roi de Eridu, est crédité de 28 800 ans de règne. En Bad-Tibira, un roi nommé Enmenluana aurait gouverné pendant 43 200 ans. La réaction académique standard à ces chiffres est de les traiter comme des exagérations mythologiques ou comme des systèmes de numération mal compris par les scribes postérieurs. Ces explications sont possibles, mais elles supposent que les scribes sumériens, qui maîtrisaient par ailleurs un système mathématique sexagésimal sophistiqué capable de calculs astronomiques précis, auraient commis des erreurs grossières dans la transcription de données dynastiques. Cette supposition n'est pas impossible, mais elle n'est pas non plus la seule interprétation disponible. Le chercheur assyriologiste Thorkild Jacobsen, qui a produit l'une des analyses les plus rigoureuses de la liste royale au XXe siècle, a noté que la structure du texte indique clairement que ses rédacteurs distinguaient consciemment entre deux catégories de rois, ceux d'avant le déluge et ceux d'après. Cette distinction n'est pas accidentelle. Elle reflète une conception historique dans laquelle le déluge représente une rupture absolue dans la continuité de la civilisation. Ce qui existait avant était d'une nature fondamentalement différente de ce qui existait après.
La question n'est pas de savoir si les durées de règne sont littéralement exactes. La question est de savoir ce que les auteurs de ce texte cherchaient à communiquer sur la nature de cette différence. Une interprétation alternative proposée par plusieurs chercheurs indépendants des 50 dernières années suggère que les longues durées de règne pourraient représenter non pas des règnes individuels, mais des dynasties entières, des périodes culturelles ou des cycles calendriques exprimés dans une unité de temps différente. Le mathématicien et historien des sciences Livio Catullo-Stecchini a proposé que certains de ces chiffres pourraient être exprimés en années lunaires ou en cycles astronomiques spécifiques. Si cette hypothèse est correcte, les durées apparemment fantastiques se réduiraient à des intervalles de temps beaucoup plus compatibles avec l'histoire humaine réelle. Cette hypothèse n'a pas été confirmée, mais elle n'a pas non plus été réfutée de manière définitive. Ce qui est indiscutable, c'est que la liste royale sumérienne nomme des cités antédiluviennes spécifiques: Eridu, Bad Tibira, Larak, Sippar et Shuruppak. Ces noms ne sont pas fictifs. Eridu est un site archéologique réel, fouillé dans le sud de l'Irak, qui produit des couches d'occupation parmi les plus anciennes de la région mésopotamienne. Shuruppak est également un site réel dont les fouilles ont révélé des niveaux d'occupation très anciens. Le fait que des cités mentionnées dans la portion mythologique de la liste royale correspondent à des sites archéologiques réels avec des niveaux d'occupation anciens n'est pas une coïncidence facilement explicable si l'on considère l'ensemble du texte comme pure fiction. La connexion avec le déluge introduit un autre niveau d'analyse. La liste royale spécifie explicitement qu'après le déluge, la royauté descendit à nouveau du ciel et que de nouvelles dynasties s'établirent dans des cités différentes. Cette formulation implique une discontinuité. Les institutions existantes ont été détruites ou sévèrement perturbées, et quelque chose d'analogue a dû être reconstruit. Cette structure narrative correspond précisément à ce que l'on attendrait si une catastrophe hydrologique majeure avait effectivement perturbé des sociétés organisées dans une région particulière. Elle ne prouve pas qu'une telle catastrophe a eu lieu, mais elle encode une mémoire institutionnelle de rupture qui mérite d'être prise au sérieux comme donnée historique potentielle. Les tablettes de l'Atra Assis, un texte mésopotamien antérieur aux versions babyloniennes du récit du déluge, apportent des précisions supplémentaires sur la nature de l'événement décrit. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un texte mythologique pur, l'Atra Assis décrit le déluge comme précédé par une série de calamités distinctes, une sécheresse, une épidémie, puis les inondations. Cette séquence de catastrophes successives correspond à ce que les modèles climatiques modernes décrivent pour la période du Dryas récent. Instabilité climatique extrême, alternance de périodes sèches et humides, montée rapide des niveaux marins suite à la fonte des calottes glaciaires. Le texte encode peut-être non pas un événement unique, mais une période de crise environnementale successive qui s'est gravée dans la mémoire collective des populations de la région. La connexion entre ces textes et les données géologiques modernes a été explorée de manière approfondie par le géologue Robert Ballard, connu pour avoir localisé l'épave du Titanic, qui a conduit des explorations sous-marines en mer Noire. Ces travaux ont mis en évidence qu'il y a environ 7500 ans, la mer Noire, alors un lac d'eau douce, a été inondée par les eaux de la Méditerranée à travers le détroit du Bosphore, lors d'un événement qui a pu déplacer des centaines de milliers de personnes vivant sur ses rives. Cet événement, localisé géographiquement dans la région même où les traditions sumériennes et bibliques situent leur déluge, représente un mécanisme plausible pour la formation de la mémoire collective d'un déluge catastrophique. Mais il ne suffit pas à expliquer la totalité des récits de déluge qui apparaissent sur tous les continents habités. Le chercheur David Montgomery, géologue à l'Université de Washington, a documenté dans son ouvrage « The Rocks Don't Lie » que les récits de déluge ne sont pas spécifiques à une région ou à une culture. Ils apparaissent tranquilles dans les traditions orales et écrites de Mésopotamie, d'Inde, de Chine, d'Australie, des Amériques et d'Afrique subsaharienne. La distribution géographique de ces récits est trop large pour s'expliquer par une diffusion culturelle à partir d'un centre unique. Elle suggère soit des événements hydrologiques multiples et indépendants survenus à des époques similaires sur plusieurs continents, soit un événement d'ampleur véritablement global, dont la mémoire s'est maintenue dans des traditions séparées géographiquement par des milliers de kilomètres.
Lorsque l'anthropologue James Fraser publia en 1918 son étude comparative Folklore in the Old Testament, il avait recensé des récits de déluge dans plus de 200 traditions culturelles distinctes réparties sur l'ensemble des continents habités. Ce chiffre a depuis été révisé à la hausse par les recherches ultérieures. La question que pose cette distribution n'est pas linguistique ni théologique, elle est statistique et géographique. Comment des populations séparées par des océans, des déserts et des millénaires d'isolement culturel ont-elles développé des récits structurellement similaires, décrivant une inondation catastrophique qui aurait détruit une civilisation antérieure et dont quelques survivants auraient en préservé un savoir fondamental? Les explications conventionnelles se répartissent en deux catégories principales. La première est l'explication diffusionniste. Les récits de déluge auraient une origine unique, probablement mésopotamienne, et se seraient répandus par les échanges commerciaux, les migrations et les contacts culturels. Cette explication fonctionne pour certaines régions et certaines périodes. La présence de récits de déluge dans les traditions grecques, hébraïques et arabes est parfaitement explicable par les échanges culturels intenses qui ont caractérisé le Proche-Orient ancien. Mais elle ne suffit pas à expliquer la présence de récits structurellement comparables dans les traditions des peuples autochtones d'Amazonie, en Australie ou chez les populations de Mélanésie, qui n'ont eu aucun contact documenté avec les civilisations mésopotamiennes. La seconde explication est psychologique et archétypique. Les récits de déluge seraient des expressions universelles de l'expérience humaine du chaos et de la renaissance, des structures de narrative fondamentales que les êtres humains produisent indépendamment parce qu'elles correspondent à des patterns cognitifs profonds. Cette explication, popularisée par Carl Jung et ses successeurs, a une certaine valeur heuristique, mais elle est insuffisante comme explication causale. Si les récits de déluge étaient de pure production de l'inconscient collectif, on s'attendrait à ce qu'ils soient distribués uniformément à travers toutes les cultures et toutes les époques. Or, leur distribution est inégale. Ils sont particulièrement concentrés dans des régions côtières et fluviales, et leur densité est significativement plus élevée dans les cultures qui ont des traditions orales, remontant à des périodes antérieures à 10 000 ans. Ce pattern géographique suggère une troisième hypothèse, que les récits de déluge préservent la mémoire d'événements hydrologiques réels, distincts selon les régions mais concentrés dans un intervalle temporel correspondant à la fin de la dernière période glaciaire. Entre 20 000 et 6 000 ans avant notre ère, la fonte progressive des calottes glaciaires a fait monter le niveau des mers de 120 à 130 mètres. Cette montée n'a pas été linéaire et progressive. Les données paléoclimatiques indiquent qu'elle a été ponctuée par des épisodes de montée rapide des eaux, parfois de plusieurs mètres en quelques siècles, associés à l'effondrement d'immenses nappes glaciaires. Ces événements, connus sous le nom de Meltwater Pulse dans la littérature scientifique, ont dû avoir des effets catastrophiques sur les populations côtières de l'époque. Le Meltwater Pulse 1A, daté d'environ 14 300 ans avant notre ère, aurait provoqué une montée des eaux de l'ordre de 21 mètres en moins de 500 ans selon certaines estimations. Un événement de cette magnitude aurait submergé des zones côtières habitées sur tous les continents, déplaçant des populations entières et détruisant tout ce qui avait été construit dans les zones basses. Les populations qui auraient survécu en se réfugiant vers les hauteurs auraient conservé dans leur mémoire collective l'image d'un monde englouti sous les eaux, d'une catastrophe que leurs ancêtres avaient subie et dont ils auraient été les seuls survivants. Cette structure narrative correspond précisément à celle que l'on retrouve dans les récits de déluge de cultures aussi différentes que les traditions védiques indiennes, les légendes mayas et les mythes des peuples côtiers du Pacifique. Ce qui rend l'analyse comparative de ces récits particulièrement intéressante, c'est qu'au-delà de la structure narrative commune, plusieurs d'entre eux partagent des détails spécifiques qui vont au-delà de ce qu'une simple expérience d'inondation locale pourrait produire. Dans les traditions sumériennes, grecques et hébraïques, le héros du déluge reçoit un avertissement préalable et dispose d'un temps suffisant pour se préparer. Dans les traditions indiennes relatives au déluge de Manu, dans les récits aztèques du Nahui-Atl et dans certaines versions des traditions amérindiennes, le survivant reçoit également un avertissement et préserve des graines, des animaux ou des savoirs spécifiques. Cette structure narrative d'avertissement, de préservation et de transmission d'un savoir fondamental est récurrente d'une manière qui suggère qu'elle encode non pas une métaphore psychologique mais un protocole réel de préservation des connaissances face à une catastrophe anticipée.
L'anthropologue Dorothy Vitaliano a développé dans les années 1970 le concept de géomythologie pour désigner l'étude des récits mythologiques comme archives d'événements géologiques réels. Ses travaux, et ceux de ses successeurs, ont démontré de manière répétée que des récits considérés comme mythologiques préservent parfois des informations précises sur des éruptions volcaniques, des tsunamis et des tremblements de terre dont la datation peut être vérifiée indépendamment. Ce cadre analytique, appliqué aux récits de déluge, transforme la question de leur interprétation. Il ne s'agit plus de demander si ces récits sont vrais ou faux, mais de déterminer quels événements géologiques réels ils encodent et dans quel intervalle temporel ces événements se sont produits. Les recherches les plus récentes en génétique des populations apportent une dimension supplémentaire à cette analyse. Des études publiées dans des revues comme Nature et Current Biology ont identifié des goulots d'étranglement génétiques dans plusieurs lignées humaines, correspondant à des périodes où les populations se sont considérablement réduites avant de se reconstituer. Certains de ces goulots correspondent à l'intervalle temporel du Trias récent et de la fin de la période glaciaire. Ces données génétiques ne prouvent pas l'existence d'une civilisation antérieure, mais elles confirment que les populations humaines de cette période ont effectivement subi des événements démographiques catastrophiques dont les traces sont encore visibles dans le génome humain contemporain. En 1929, dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul, un théologien ottoman nommé Ali Ledem découvrit parmi des documents anciens une carte signée par l'amiral ottoman Piri Reis et datée de 1513. La carte représentait les côtes de l'Europe occidentale, de l'Afrique et d'une partie du continent américain avec une précision remarquable pour l'époque. Ce qui rendit cette carte célèbre et controversée n'était pas sa représentation des côtes atlantiques connues, mais ce qui apparaissait dans sa partie inférieure, un tracé côtier qui semblait représenter le continent antarctique avec une précision topographique suffisante pour montrer plusieurs caractéristiques géographiques distinctes, notamment ce qui ressemble à la chaîne de montagnes transantarctiques et la configuration générale de la côte sans sa couverture de glace permanente. L'Antarctique n'a pas été officiellement découvert avant 1820. Les premières cartographies détaillées de ces côtes n'ont été réalisées qu'au cours du XXe siècle. Et la couche de glace qui recouvre le continent antarctique s'est formée il y a environ 6000 ans, selon les estimations conventionnelles, ce qui signifie que ces côtes réelles, telles qu'elles apparaissent sous la glace, n'ont pas été accessibles des trains à des explorateurs humains depuis des millénaires. Piri Reis lui-même, dans les notes marginales de sa carte, indiquait avoir compilé son travail à partir de sources plus anciennes, notamment des cartes attribuées à Alexandre le Grand et à des sources dont l'origine remontait selon lui à une époque très ancienne. Ces déclarations ont longtemps été traitées comme des ornements rhétoriques conventionnels. Mais si les sources de Piri Reis encodaient effectivement des données cartographiques antérieures à la couverture glaciaire de l'Antarctique, leur origine serait antérieure d'au moins 6000 ans aux civilisations qui les auraient transmises. L'analyse la plus détaillée de la carte de Piri Reis dans ce contexte a été réalisée par le professeur Charles Hapgood de l'université Keene dans les années 1960. Hapgood, qui enseignait l'histoire des sciences, entreprit une analyse cartographique systématique en collaboration avec des étudiants en mathématiques et des officiers de l'armée de l'air américaine spécialisés en cartographie. Ces conclusions, publiées dans Maps of the Ancient Sea Kings en 1966, proposaient maintenant que plusieurs portulans médiévaux et de la Renaissance encodaient des données cartographiques d'une précision qui présupposait des instruments de navigation et des méthodes de projection cartographique inconnues pour les civilisations qui les avaient encopiées et transmis. Hapgood n'affirmait pas que ces cartes prouvaient d'arçon l'existence d'une civilisation antérieure. Il affirmait qu'elles prouvaient l'existence d'une source cartographique commune dont l'origine restait inexpliquée dans le cadre des connaissances historiques disponibles. Les critiques académiques des travaux de Hapgood sont réelles et substantielles. Plusieurs cartographes professionnels ont argumenté que les ressemblances entre les représentations de la carte de Piri Reis et la configuration réelle de l'Antarctique sans glace pouvaient s'expliquer par des projections cartographiques médiévales, conventionnelles, qui produiraient des formes similaires sans nécessité de données réelles sur le continent antarctique. D'autres ont suggéré que les caractéristiques identifiées comme représentant la chaîne de montagnes transantarctiques pourraient en réalité représenter la Patagonie ou d'autres formations côtières d'Amérique du Sud mal localisées.
Ces critiques sont méthodologiquement sérieuses et ne peuvent pas être simplement écartées. Cependant, la carte de Piri Reis n'est pas le seul document cartographique de cette période à poser des questions similaires. La carte d'Oronteus Finneus, datée de 1531, représente également un continent dans la région antarctique avec une configuration côtière qui présente des similitudes avec des caractéristiques connues du sous-sol antarctique. La carte de Buache, datée de 1737, représente l'Antarctique divisé en deux masses terrestres séparées par une voie maritime intérieure. Une configuration qui correspond à ce que les données sismiques modernes révèlent effectivement concernant la topographie du sous-sol antarctique sous la glace. Ces cartes, prises isolément, pourraient bien chacune s'expliquer par la spéculation cartographique médiévale ou par des coïncidences tendances fortuites. Prises ensemble, elles forment un ensemble qui est plus difficile à expliquer par la seule coïncidence. La question de la transmission cartographique est indépendante de la question de l'Antarctique. Même en excluant complètement la dimension antarctique du débat, les portulans médiévaux soulèvent des problèmes cartographiques significatifs. Le portulan de Dulcer de 1339 représente la Méditerranée avec une précision qui n'aurait dû être possible qu'avec des instruments de mesure trigonométriques que les navigateurs médiévaux ne possédaient pas selon le consensus historique. Des analyses récentes publiées dans des revues spécialisées en histoire de la cartographie ont tenté de réconcilier cette précision avec les méthodes de navigation médiévales connues, sans résultat pleinement satisfaisant. La précision de ces cartes implique soit que les navigateurs médiévaux avaient accès à des techniques de mesure non documentées, soit qu'ils copiaient des sources antérieures dont la précision dépassait ce que leur propre époque pouvait produire. La transmission de connaissances cartographiques à travers des copies successives constitue en elle-même un phénomène historique documenté. Les travaux de l'historien des sciences George Saliba ont montré comment des textes scientifiques grecs et babyloniens ont été préservés, traduits et transmis à travers les bibliothèques islamiques médiévales avant de réapparaître dans l'Europe de la Renaissance. Il est donc parfaitement plausible, dans un cadre méthodologique conventionnel, que des données cartographiques anciennes aient été préservées dans des bibliothèques alexandrines ou proches orientales, et aient ensuite alimenté les compilateurs cartographiques de la période médiévale et de la Renaissance. La question qui demeure est celle de l'origine ultime de ces données. Si elles remontent à des observations réelles, qui les a réalisées, avec quels instruments et dans quel contexte institutionnel, cette question renvoie directement au problème central de cette investigation. La préservation et la transmission de données cartographiques précises sur de longues périodes requièrent des institutions stables, des systèmes d'écriture ou de représentation symbolique fiables et une motivation pour conserver ces données au-delà de l'utilité immédiate. Ces conditions correspondent précisément à ce que l'on attendrait d'une civilisation organisée ayant développé des capacités de navigation et d'observation astronomique sur plusieurs générations. La question n'est donc pas de savoir si de telles données pouvaient exister, mais de déterminer dans quel contexte historique elles ont pu être produites. La Grande Pyramide de Gizeh est l'objet architectural le plus analysé de l'histoire humaine. Elle a été mesurée, scannée, modélisée et datée par des dizaines d'équipes de recherche au cours des 2 derniers siècles. Et pourtant, certaines de ces caractéristiques techniques restent sans explication satisfaisante dans le cadre des capacités supposées de la 4e dynastie égyptienne, à laquelle sa construction est officiellement attribuée. Ce n'est pas une affirmation marginale. C'est une reconnaissance implicite que l'on retrouve dans les travaux de plusieurs égyptologues professionnels qui soulignent l'écart entre ce que la pyramide démontre techniquement et ce que les sources historiques disponibles permettent d'expliquer sur les méthodes de sa construction. La précision métrologique de la Grande Pyramide est l'un des aspects de Pau les plus difficiles à expliquer. La base de la structure, qui couvre plus de 5 hectares, présente un niveau d'horizontalité avec une marge d'erreur inférieure à 2 cm sur l'ensemble du périmètre. L'alignement cardinal des 4 côtés de la pyramide est précis à moins d'un dixième de degré par rapport aux points cardinaux astronomiques. Les longueurs des 4 côtés de la base sont égales à moins de 8 cm près, sur une longueur totale de 230 mètres par côté. Ces niveaux de précision ne sont pas caractéristiques des autres constructions de la même période dynastique en Égypte. Ils correspondent à des standards qui, dans la construction industrielle moderne, nécessitent des instruments de mesure électronique et des équipes d'ingénieurs spécialisés.
L'ingénieur civil Franz Lehner a développé dans les années 2000 une série de modèles mécaniques plausibles pour expliquer comment les blocs de calcaire auraient pu être transportés et mis en place avec les technologies disponibles à la 4e dynastie. Ces modèles sont ingénieux et mécaniquement cohérents, mais ils ne traitent pas directement de la question de la précision métrologique. Transporter des blocs pesant entre 2 et 70 tonnes sur plusieurs kilomètres et les empiler est une tâche logistique extraordinaire, mais réalisable avec une main-d'œuvre suffisante et des méthodes de levier et de traînage bien organisées. Atteindre simultanément une précision d'alignement et de nivellement au centimètre sur un chantier de 5 hectares est une tâche d'un ordre de complexité différent, qui requiert non pas de la main-d'œuvre mais de la métrologie avancée. La configuration interne de la Grande Pyramide ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les chambres internes, la chambre du roi, la chambre de la reine et la grande galerie sont reliées par des conduits étroits orientés vers des étoiles spécifiques telles qu'elles se présentaient dans le ciel égyptien à l'époque supposée de la construction. Cette intégration de données astronomiques précises dans l'architecture structurelle d'un bâtiment requiert une planification préalable extrêmement détaillée et une connaissance précise des mouvements stellaires. L'égyptologue Robert Bauval a démontré dans les années 1990 que la disposition des 3 pyramides principales de Gizeh correspond avec précision à la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion telles qu'elles se présentaient dans le ciel égyptien vers 10 500 ans avant notre ère, soit environ 8000 ans avant la date conventionnellement attribuée à leur construction. Cette analyse archéo-astronomique, connue sous le nom de théorie de la corrélation d'Orion, a été vigoureusement contestée par plusieurs astronomes et égyptologues. Les critiques les plus solides portent sur le fait que la correspondance entre les pyramides et les étoiles d'Orion, bien que visuellement frappante, n'est pas parfaite, et que l'orientation relative des pyramides ne correspond pas exactement à celle des étoiles dans l'une ou l'autre des époques proposées. D'autres chercheurs ont également fait observer que l'astronomie égyptienne ancienne accordait une importance centrale à l'étoile polaire et aux étoiles circumpolaires plutôt qu'à la ceinture d'Orion, ce qui affaiblit la base culturelle de l'interprétation de Bauval. Ces critiques donc là sont méritées et doivent être prises en compte dans toute évaluation rigoureuse de la théorie. Cependant, l'orientation astronomique de la Grande Pyramide est un fait indépendant de la théorie de la corrélation d'Orion. Les conduits de la chambre du roi sont orientés avec précision vers des étoiles spécifiques, l'étoile polaire de l'époque, Tubain dans la constellation du Dragon, et l'étoile Al-Nitak dans la ceinture d'Orion, telle qu'elle se présentait dans le ciel entre 2500 et 2700 ans avant notre ère. Cette orientation ne peut pas être accidentelle. Elle implique une connaissance précise de la position de ces étoiles à un moment spécifique, ce qui requiert soit des observations directes réalisées sur de longues périodes, soit l'accès à des données astronomiques accumulées par des générations précédentes d'observateurs. La question de la main-d'œuvre disponible pour la construction de la Grande Pyramide a été partiellement résolue par les découvertes archéologiques des années 1990, lorsque l'égyptologue Mark Lehner et l'archéologue Zahi Hawass ont mis au jour les vestiges d'un village de travailleurs à proximité immédiate du plateau de Gizeh. Ces découvertes ont définitivement réfuté la théorie selon laquelle les pyramides auraient été construites par des esclaves en révélant les conditions de vie relativement organisées et les soins médicaux dont bénéficiaient les travailleurs. Mais elles n'ont pas résolu la question de la transmission du savoir technique nécessaire à la précision métrologique de la construction. Ce qui est frappant, lorsqu'on examine la séquence des constructions monumentales égyptiennes, c'est l'absence d'une courbe d'apprentissage progressive qui corresponde à ce que l'on attendrait si les Égyptiens avaient développé cette technologie de manière entièrement autonome. La Grande Pyramide de Gizeh, construite sous Khéops, est techniquement supérieure à toutes les pyramides qui lui sont postérieures dans la tradition dynastique égyptienne. Les pyramides construites par les successeurs de Khéops présentent des imprécisions plus importantes, des matériaux de moins bonne qualité et des structures internes moins complexes. Cette trajectoire régressive, une technicité maximale au début, suivie d'une dégradation progressive, est l'inverse de ce que produit normalement un développement technologique organique. Elle suggère plutôt que les constructeurs de la Grande Pyramide avaient accès à un savoir dont leurs successeurs avaient progressivement perdu la maîtrise, plutôt qu'un savoir qu'ils auraient eux-mêmes développé.
En 2007, une équipe de 26 chercheurs appartenant à des institutions universitaires américaines, européennes et australiennes publia dans les Proceedings of the National Academy of Sciences un article proposant ce qui allait devenir l'une des hypothèses les plus débattues de la géologie du Quaternaire, l'hypothèse de l'impact du Dryas récent. Selon cette hypothèse, l'entrée soudaine dans la période climatique froide connue sous le nom de Dryas récent, il y a environ 12 900 ans, aurait été déclenchée par l'impact ou l'explosion atmosphérique d'un ou plusieurs fragments cométaires au-dessus de la calotte glaciaire laurentidienne qui recouvrait alors la majeure partie de l'Amérique du Nord. Cet impact aurait provoqué des incendies massifs sur plusieurs continents, une perturbation de la circulation océanique thermohaline et un refroidissement global brutal qui aurait duré environ 1200 ans. Les données physiques présentées à l'appui de cette hypothèse étaient substantielles. Les chercheurs avaient identifié dans des couches sédimentaires datant d'environ 12 900 ans une série de marqueurs géochimiques caractéristiques des événements cosmiques, des nanodiamants hexagonaux, du platine en concentration anormalement élevée, des microsphérules magnétiques et vitreuses et des grains de carbone indicatifs d'une combustion à haute température. Ces marqueurs apparaissaient dans des sites répartis sur 3 continents, ce qui excluait une origine purement locale. La couche qui les contenait coïncidait avec la limite stratigraphique qui marque la disparition de la mégafaune nord-américaine, mammouths, mastodontes, chevaux sauvages, chameaux américains, et avec l'effacement de la culture de Clovis, l'une des premières cultures humaines documentées sur le continent américain. L'hypothèse de l'impact du Dryas récent a suscité une réaction académique exceptionnellement intense. De nombreux géologues et archéologues ont publié des études critiques contestant la présence ou l'interprétation des marqueurs identifiés. Plusieurs équipes de recherche indépendantes ont annoncé ne pas avoir retrouvé les nanodiamants ou les microsphérules dans des sites comparables, ou avoir trouvé que leur concentration était insuffisante pour soutenir l'hypothèse d'un impact. Ces réfutations ont elles-mêmes été contestées, les partisans de l'hypothèse arguant de problèmes méthodologiques dans les études de réfutation. Le débat, qui dure depuis plus de 15 ans, n'est pas résolu. Ce qui est significatif dans ce contexte, c'est moins le statut définitif de l'hypothèse que la nature du débat lui-même. La controverse a forcé la communauté géologique à examiner de manière beaucoup plus systématique les données sédimentaires de la transition Dryas récent préboréal dans des sites du monde entier. Ce processus a produit une masse de données nouvelles qui, indépendamment de la question de l'impact cométaire, documente la réalité d'une perturbation environnementale majeure à l'échelle globale centrée sur l'intervalle 12 900 – 11 700 ans avant notre ère. La cause de cette perturbation reste débattue. Ces effets, eux, sont documentés avec une précision croissante. Parmi ces effets, l'un des plus documentés est l'extinction massive de la mégafaune. En Amérique du Nord, 35 genres de grands mammifères ont disparu dans un intervalle de temps relativement court centré sur cette période. En Australie, une extinction comparable avait commencé plus tôt, mais s'est accélérée durant des périodes d'instabilité climatique similaires. En Europe et en Asie, plusieurs espèces de grands mammifères, le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, le cerf géant, ont disparu dans des intervalles de temps correspondant à des périodes de stress climatique intense. L'ampleur de ces extinctions est difficile à attribuer à la seule chasse humaine, bien que ce facteur ait certainement joué un rôle dans certaines régions. Les modèles paléoclimatiques suggèrent que des changements environnementaux rapides, modifiant radicalement la distribution des ressources alimentaires, ont pu constituer un facteur déterminant. Pour les populations humaines de l'époque, la disparition de la mégafaune représentait non seulement une perte de ressources alimentaires majeure, mais aussi une transformation radicale de l'environnement dans lequel leur société s'était développée. Des forêts remplaçant des prairies, des zones côtières submergées par la montée des eaux, des rivières et des lacs modifiant leur régime hydrologique. Toutes ces transformations simultanées créant un contexte dans lequel même une société organisée disposant de ressources significatives aurait eu du mal à maintenir sa cohésion institutionnelle. Les connaissances accumulées sur les ressources locales, les routes de migration, les techniques de construction adaptées à des environnements spécifiques, tout ce savoir pratique aurait dû être réappris dans de nouveaux contextes environnementaux. La géologie de la période révèle également des traces d'inondations d'une magnitude extraordinaire.
Dans la région des Scablands de l'État de Washington aux États-Unis, des formations géomorphologiques de canaux taillés dans le basalte, de mégaripples et de blocs erratiques transportés sur des centaines de kilomètres témoignent d'inondations catastrophiques dont le débit a été estimé à plusieurs dizaines de fois le débit combiné de tous les fleuves actuels du monde. Ces inondations, liées à la vidange répétée du lac glaciaire Missoula, ont été documentées et datées avec précision. Elles représentent un exemple concret du type d'événements hydrologiques extrêmes qui ont caractérisé la fin de la dernière période glaciaire et qui auraient pu alimenter des traditions orales de déluge. Des événements similaires, liés à la vidange de lacs proglaciaires ou à des effondrements de barrières de glace, sont documentés en Europe du Nord, en Asie centrale et en Amérique du Sud. La mer Noire, déjà mentionnée dans le contexte des récits mésopotamiens, n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un processus global de réorganisation hydrologique qui a transformé la géographie des zones habitées par les populations humaines entre 15 000 et 6 000 ans avant notre ère. La planète à laquelle les premières civilisations historiquement documentées ont hérité était géographiquement et écologiquement différente de celle dans laquelle leurs prédécesseurs hypothétiques auraient vécu. La linguistique historique comparative est l'une des disciplines scientifiques les plus rigoureuses dans l'étude du passé humain. En appliquant des méthodes systématiques d'analyse des correspondances phonétiques et grammaticales entre langues contemporaines et anciennes, les linguistes ont réussi à reconstruire avec une précision remarquable des proto-langues, des langues ancestrales communes dont il ne subsiste aucune attestation écrite, mais dont l'existence peut être déduite à partir des traces qu'elles ont laissées dans leurs descendantes. Le proto-indo-européen, ancêtre commun de langues aussi différentes que le sanskrit, le grec, le latin, le vieux germanique et le vieil irlandais, est l'exemple le plus connu de cette reconstruction linguistique. Les linguistes ont pu reconstruire des milliers de racines proto-indo-européennes, identifier la structure grammaticale de base de la langue et même proposer des hypothèses sur les pratiques culturelles de ses locuteurs à partir du vocabulaire reconstruit. La reconstruction du proto-indo-européen et de plusieurs autres proto-langues, le proto-sémitique, le proto-dravidien, le proto-austronésien, s'est révélée être une source d'informations historiques précieuses, indépendamment de toute inscription ou artefact archéologique. Elle a également produit des questions auxquelles la linguistique seule ne peut pas répondre. La principale de ces questions concerne la relation entre les grandes familles linguistiques. Le proto-indo-européen, le proto-sémitique, le proto-dravidien, le proto-ouralo-altaïque partagent-ils un ancêtre commun encore plus ancien, une proto-proto-langue que certains linguistes ont appelée le nostratique. Cette hypothèse, développée par le linguiste soviétique Vladislav Ilitch Svititch dans les années 1960, reste extrêmement controversée mais n'a pas été définitivement réfutée. Si une métafamille linguistique nostratique existe, elle implique un ancêtre commun à des populations qui, à l'époque historique, étaient séparées par des distances considérables et des barrières géographiques importantes. Les locuteurs du proto-nostratique hypothétique auraient vécu à une époque antérieure à la séparation des populations indo-européennes, sémitiques et dravidiennes. Les estimations basées sur les taux de divergence linguistique placent cet ancêtre commun hypothétique à une période comprise entre 15 000 et 20 000 ans avant notre ère, soit précisément la période correspondant à la fin de la dernière période glaciaire. Cette coïncidence chronologique n'est pas prouvée comme causalement significative, mais elle mérite d'être notée. Au-delà de la macro-linguistique, des parallèles spécifiques entre des langues géographiquement éloignées ont été documentés qui résistent aux explications conventionnelles de contact culturel ou de coïncidence statistique. Le linguiste et archéologue Merit Roulen a consacré une grande partie de sa carrière à l'identification de ce qu'il appelle des mots globaux, des termes aux significations similaires qui apparaissent dans des familles linguistiques sans lien établi entre elles. Son travail a été vigoureusement critiqué par la majorité de la communauté linguistique, qui lui reproche des méthodes de comparaison insuffisamment rigoureuses et une sélection des données orientée vers ses conclusions. Ces critiques ont une base sérieuse et la théorie des mots globaux ne constitue pas une preuve en elle-même. Cependant, des parallèles linguistiques plus précis et méthodologiquement mieux établis ont été identifiés dans des contextes spécifiques. Les études comparatives sur le vocabulaire maritime dans des langues séparées par de grandes distances océaniques ont révélé des correspondances qui suggèrent soit des contacts anciens non documentés, soit des origines communes beaucoup plus profondes que ce que les généalogies linguistiques conventionnelles permettent d'expliquer.
Les travaux de l'anthropologue Thor Heyerdahl, bien que controversés, ont démontré que des contacts transocéaniques étaient physiquement possibles avec les technologies pré-industrielles, ce qui élargit le champ des explications linguistiques disponibles pour certains de ces parallèles. Un aspect linguistique particulièrement intéressant dans le contexte de cette investigation est la structure des mythologies comparées. Joseph Campbell, en comparant les structures narratives des mythologies du monde entier dans son travail en 4 volumes, The Masks of God, a identifié des patterns récurrents qui transcendent les frontières linguistiques et géographiques. Ces patterns ne peuvent pas être expliqués par la diffusion culturelle entre toutes les sociétés qui les partagent. Campbell les attribuait à des structures psychologiques universelles de l'esprit humain, une interprétation que certains anthropologues ont adoptée et que d'autres ont contestée. Une interprétation alternative serait que ces structures narratives reflètent une mémoire culturelle commune transmise à travers des séparations géographiques, ce qui impliquerait une période d'origine commune antérieure à la dispersion des populations qui partagent ces structures. Les recherches en paléolinguistique ont également mis en évidence que certains systèmes de notation graphique apparus indépendamment dans des cultures géographiquement séparées présentent des similitudes formelles troublantes. Les travaux du chercheur Günther Dreyer sur les inscriptions prédynastiques égyptiennes et les analyses comparatives réalisées par plusieurs chercheurs entre les premiers systèmes d'écriture sumériens, égyptiens et de la vallée de l'Indus ont identifié des analogies formelles entre des signes qui apparaissent dans ces 3 systèmes de manière apparemment indépendante. Ces analogies ne constituent donc pas la preuve d'une écriture commune antérieure, mais elles soulèvent d'où la question de savoir si ces systèmes ont été développés de manière entièrement autonome ou s'ils partagent des sources communes dans des systèmes de notation plus anciens dont il ne subsiste pas de traces directes. Les découvertes réalisées dans les galeries souterraines du Sérapéum de Saqqara constituent l'un des exemples les plus frappants de technologie apparemment incompatible avec son contexte historique dans l'Égypte ancienne. Le Sérapéum, découvert par l'archéologue français Auguste Mariette en 1850, abrite une série de 24 sarcophages monolithiques en granit noir ou en diorite, chacun pesant entre 70 et 100 tonnes, taillés et polis avec une précision métrologique extraordinaire. Les surfaces internes des sarcophages présentent une planéité documentée par des mesures récentes à moins de 2 microns, 2 millièmes de millimètre, sur des surfaces de plusieurs mètres carrés. Les angles intérieurs sont droits à des fractions de degrés près. Ces niveaux de précision correspondent aux standards de la métrologie de précision industrielle contemporaine. L'ingénieur et chercheur indépendant Christopher Dunn, dont la formation professionnelle inclut des décennies de travail sur des machines-outils de précision dans l'industrie aéronautique, a analysé en détail les surfaces des sarcophages du Sérapéum ainsi que d'autres artefacts égyptiens anciens. Dans son analyse publiée dans Lost Technologies of Ancient Egypt, Dunn argue que les niveaux de précision observés sur ces surfaces ne peuvent pas avoir été atteints avec les outils en cuivre, en bronze et en pierre que l'archéologie conventionnelle attribue aux artisans de l'Égypte ancienne. Il propose que certaines de ces surfaces témoignent de l'utilisation de techniques d'abrasion ou de coupe rotatoire mécanisées dont il ne subsiste pas de représentation dans le registre archéologique égyptien. Les égyptologues professionnels ont répondu à ces analyses de plusieurs manières. Certains ont argué que les techniques d'abrasion progressive avec des poudres abrasives fines, pratiquées sur de longues périodes par des artisans hautement qualifiés, pourraient expliquer les niveaux de précision observés. Cette réponse est techniquement plausible dans certains cas, mais elle ne répond pas à la question de la cohérence. Si des artisans égyptiens possédaient les techniques et la patience nécessaires pour produire de telles précisions sur des sarcophages monolithiques de plusieurs dizaines de tonnes, pourquoi ces techniques ne sont-elles pas représentées dans les nombreuses scènes de travail artisanal qui ornent les murs des tombes et des temples égyptiens ? Les représentations artistiques égyptiennes sont remarquablement détaillées dans leur description des pratiques artisanales. L'absence de représentation des techniques nécessaires pour produire des précisions micrométriques sur des surfaces de granit de cette dimension est une lacune difficile à expliquer. D'autres artefacts égyptiens anciens soulèvent des questions similaires sur la technologie de taille et de polissage disponible. Les colosses d'écho de même nom, taillés dans un seul bloc de quartzite, chacun et pesant environ 700 tonnes, ont été transportés depuis une carrière située à plusieurs centaines de kilomètres au nord de leur emplacement actuel à Luxor.
Le quartzite est l'une des roches les plus dures connues et sa taille requiert des outils d'une dureté supérieure, généralement du corindon ou du diamant, dans les applications industrielles modernes. Les outils en cuivre, dont la dureté est très inférieure à celle du quartzite, ne permettent donc pas en principe de tailler cette roche de manière efficace. Des expériences archéologiques réalisées dans les années 2000 ont tenté de répliquer certaines techniques de taille égyptienne avec les outils de l'époque, produisant des résultats qui confirment la faisabilité de certaines opérations, mais ne reproduisent pas les niveaux de précision documentés sur les artefacts originaux. La boîte en diorite de la collection du Caire, examinée par Dunn et d'autres chercheurs, présente des caractéristiques internes qui impliquent l'utilisation d'un outil rotatoire de faible diamètre capable de tailler la diorite, l'une des roches les plus dures après le diamant, avec une précision et une profondeur de coupe qui dépassent ce que les outils documentés de l'Égypte ancienne permettraient d'expliquer. Les analyses des stries de taille visibles sur les surfaces de cette boîte ont été interprétées par certains chercheurs comme indiquant un avancement par rotation de l'ordre du millimètre par tour, ce qui correspond aux caractéristiques d'un forêt à tête diamantée ou équivalent rotatoire mécanique plutôt qu'à celle d'un forêt manuel opéré par abrasion progressive. Ces observations ne prouvent pas l'existence d'une technologie mécanique avancée dans l'Égypte ancienne. Elles soulèvent des questions auxquelles les réponses de conventionnels sont incomplètes. Il est important de distinguer entre deux types de problèmes distincts. Le problème de la faisabilité, qui demande si une opération technique donnée est possible avec les outils conventionnels attribués aux artisans égyptiens, et le problème de la cohérence, qui demande pourquoi des niveaux de précision extraordinaires apparaissent sur certains artefacts et pas sur d'autres, et pourquoi ils ne correspondent à aucune représentation ou description dans les sources textuelles égyptiennes. Ce second problème est peut-être le plus intéressant. Si les artisans égyptiens avaient redéveloppé des techniques de précision extraordinaires à travers des processus d'apprentissage cumulatifs, ces techniques auraient dû être transmises, codifiées et représentées dans la tradition artistique et textuelle d'une civilisation qui documentait ces pratiques avec un soin remarquable. L'absence de cette documentation suggère soit que les techniques en question n'existaient pas sous la forme que certains chercheurs proposent, soit qu'elles avaient une origine externe à la tradition artisanale égyptienne documentée et n'ont donc pas été intégrées dans les systèmes de transmission du savoir conventionnel. En 2001, des géologues de l'Institut national d'océanographie de l'Inde, travaillant dans le golfe de Khambat, sur la côte nord-ouest du sous-continent indien, recueillirent des données acoustiques et des échantillons sédimentaires qui allaient provoquer une controverse scientifique dont les implications n'ont pas encore été pleinement évaluées. Les images sonars d'une zone du fond marin à une profondeur d'une trentaine de mètres révélèrent ce qui semblait être des structures régulières, des alignements de blocs, des formations géométriques, des contours qui évoquaient des fondations de bâtiments ou des aménagements de rues. Les dimensions de la zone ainsi documentée dépassaient en 5 km², ce qui en ferait, si les interprétations structurelles sont correctes, l'un des plus grands sites archéologiques jamais identifiés. Les chercheurs de l'Institut national d'océanographie, dirigés par le docteur S.R. Rao, publiaient des résultats préliminaires suggérant que les structures observées pourraient être les vestiges d'une cité engloutie correspondant à la légendaire Dwarka, la cité mythologique de la tradition hindoue décrite dans le Mahabharata comme le siège du royaume de Krishna avant d'être englouti par l'océan. Le gouvernement indien, sous la direction du département des ressources océaniques, annonça officiellement la découverte comme un soutien potentiel à l'antiquité des traditions védiques. Cette annonce gouvernementale a contribué à politiser immédiatement la question, compliquant l'évaluation académique objective des données réelles. Les critiques scientifiques de l'interprétation architecturale des structures du golfe de Khambat sont sérieuses. Plusieurs géologues marins ont soutenu que les formations observées pourraient s'expliquer par des processus géologiques naturels, fracturation du substrat rocheux, formation de grès, dépôts sédimentaires structurés par les courants, sans nécessité d'intervention humaine. Les échantillons prélevés dans la zone comprenaient en fond des fragments de matière organique dont des datations au carbone 14 ont indiqué des âges pouvant atteindre 9500 ans. Mais ces datations ont été contestées comme ne prouvant pas nécessairement l'ancienneté des structures, les mailles, les matériaux organiques pouvant avoir été déposés indépendamment.
Ce qui est indiscutable, indépendamment de l'interprétation des structures du golfe de Cambat, c'est que la côte nord-ouest de l'Inde était effectivement plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer actuelle il y a 10 000 ans, et que des zones côtières habitables à cette époque sont aujourd'hui submergées sous les eaux du golfe. Si des populations organisées vivaient dans ces zones à cette époque, ce qui est parfaitement compatible avec les données archéologiques terrestres disponibles pour la région, leurs établissements seraient aujourd'hui sous l'eau et ne seraient accessibles que par des explorations sous-marines. La probabilité que de tels établissements aient existé est élevée. La probabilité qu'ils aient été systématiquement explorés est faible. D'autres sites de sous-marins présentant des caractéristiques potentiellement architecturales ont été documentés dans diverses parties du monde. Au large de l'île de Yonaguni, dans l'archipel japonais des Ryukyu, une formation rocheuse sous-marine découverte par un plongeur en 1987 présente des caractéristiques géométriques, des surfaces planes, des angles droits, des marches régulières, qui ont conduit certains chercheurs à proposer une origine anthropique. La géologue marine Masaaki Kimura de l'université des Ryukyu a défendu l'interprétation anthropique dans plusieurs publications, arguant que les caractéristiques observées ne peuvent pas s'expliquer par les seuls processus géologiques naturels dans le type de roche en question. D'autres géologues ont maintenu que les formations de grès peuvent naturellement produire des structures géométriques similaires par stratification et fracturation. Le débat sur Yonaguni illustre une difficulté méthodologique fondamentale dans l'archéologie sous-marine. Distinguer les formations géologiques naturelles des structures anthropiques dans des conditions d'investigation difficiles sans les outils de fouilles stratigraphiques disponibles sur les sites terrestres. Cette difficulté ne disqualifie pas l'investigation sous-marine, mais elle exige une prudence méthodologique plus grande encore que celle requise sur les sites terrestres et une réserve interprétative que tous les chercheurs impliqués dans ces découvertes n'ont pas toujours maintenue. Ce qui est moins contestable, c'est l'étendue des zones côtières qui étaient au-dessus du niveau de la mer pendant la période comprise entre 20 000 et 6 000 ans avant notre ère et qui sont aujourd'hui submergées. En mer du Nord, une vaste plaine maintenant submergée sous 20 à 40 mètres d'eau reliait la Grande-Bretagne au continent européen jusqu'à environ 8 000 ans avant notre ère. Cette région, connue des archéologues sous le nom de Doggerland, a livré au cours des dernières décennies des centaines d'artefacts remontés accidentellement par les filets de pêche, outils de pierre, ossements animaux, fragments de bois travaillés, qui confirment qu'elle était habitée par des populations humaines avant sa submersion. Des explorations ciblées dans cette zone ont commencé à produire des données sur les caractéristiques de l'habitat humain dans cette région désormais disparue. Le Doggerland représente un exemple documenté et relativement bien étudié d'une zone habitée qui a été submergée par la montée des eaux à la fin de la période glaciaire. Il ne contient probablement pas les vestiges d'une civilisation avancée. Les données disponibles suggèrent des populations de chasseurs-pêcheurs sans structure monumentale, mais il démontre concrètement que des zones aujourd'hui sous-marines étaient habitées et que leurs vestiges sont accessibles à l'investigation archéologique avec les technologies disponibles. La question de savoir si d'autres zones submergées, dans des régions tropicales et subtropicales qui offraient des conditions environnementales plus favorables à l'organisation sociale complexe, contiennent des vestiges d'établissements plus élaborés reste ouverte. Le zodiaque de Dendera est un bas-relief circulaire taillé dans le plafond d'une chapelle du temple d'Hathor à Dendera, en Haute-Égypte, et actuellement conservé au musée du Louvre à Paris. Depuis sa découverte par les savants de l'expédition napoléonienne en 1798, il a été l'objet d'interprétations radicalement divergentes. Sa datation de fabrication, établie par l'égyptologie à la période ptolémaïque tardive, vers le 1er siècle avant notre ère, n'est pas contestée. Ce qui l'est, c'est l'époque que le zodiaque représente astronomiquement. Le zodiaque de Dendera représente la position des constellations avec une configuration spécifique qui ne correspond pas au ciel de la période ptolémaïque. La clé de son interprétation chronologique réside dans le phénomène de la précession des équinoxes. Là en a l'air le mouvement lent et régulier de l'axe de rotation terrestre qui déplace la position du Soleil levant à l'équinoxe de printemps à travers les différentes constellations du zodiaque sur un cycle d'environ 25 900 ans. Ce cycle, connu sous le nom de grande année ou d'année de Platon, déplace le point vernal d'une constellation à la suivante environ tous les 2160 ans.
En déterminant quelle constellation est représentée comme dominant le point vernal dans le zodiaque de Dendera, il est théoriquement possible de calculer l'époque que le zodiaque cherche à représenter. Plusieurs analyses indépendantes de Kiamzuma-Kamand de la configuration du zodiaque de Dendera, réalisées par des astronomes et des chercheurs en archéoastronomie, ont abouti à des conclusions plaçant la date représentée entre 10 000 et 15 000 ans avant notre ère, soit plusieurs millénaires avant la période ptolémaïque de fabrication du relief. Ces analyses me suggèrent que les artisans ptolémaïques n'auraient pas créé une représentation astronomique originale, mais auraient copié ou traduit une configuration astronomique préservée dans des sources antérieures. La question qui découle de cette interprétation est celle de l'origine et de l'ancienneté de ces sources. La précession des équinoxes est un phénomène astronomique qui requiert des observations s'étendant sur plusieurs siècles pour être détecté et caractérisé avec précision. Son premier inventeur, historiquement documenté, est l'astronome grec Hipparque, au IIe siècle avant notre ère, qu'il a identifié en comparant ses observations à des données astronomiques babyloniennes antérieures. Mais l'utilisation du cycle précessionnel comme cadre de référence temporelle dans des textes égyptiens antérieurs à Hipparque a été proposée par plusieurs chercheurs, notamment par l'historien des sciences Giorgio de Santillana et l'anthropologue Herta von Deschend dans leur ouvrage de 1969 Hamlet's Mill. Cet ouvrage, qui a fondé un courant de recherche sur le codage astronomique des mythologies anciennes, propose que de nombreux récits mythologiques à travers le monde encodent des données précises sur la précession des équinoxes sous forme de symboles narratifs. L'hypothèse centrale de Santillana et von Deschend est que des cultures préhistoriques avaient en développé une connaissance de la précession des équinoxes bien avant Hipparque et qu'elles avaient codé cette connaissance dans des structures mythologiques complexes pour en assurer la transmission sur de longues périodes. Cette hypothèse a été reçue avec une grande méfiance par l'ensemble de la communauté académique, autant en raison de son caractère spéculatif que de la complexité de l'argumentation et de la nature fragmentaire des preuves présentées. Mais elle a également généré un courant de recherche en archéoastronomie qui a produit des résultats partiellement confirmés dans des contextes spécifiques. La connaissance de la précession des équinoxes implique nécessairement des observations astronomiques systématiques s'étendant sur plusieurs générations. Elle implique des instruments de mesure capables de détecter des décalages angulaires de l'ordre d'1 degré sur des périodes de décennies, ce qui correspond à des structures d'observation fixes comme des alignements de pierres levées ou des ouvertures architecturales précisément orientées. Elle implique également un système d'enregistrement et de transmission des données sur des périodes dépassant la durée de vie individuelle des observateurs. En d'autres termes, elle implique les attributs structurels d'une institution scientifique: continuité, méthode, enregistrement et transmission. Le site de Nabta Playa, dans le désert occidental égyptien, présente des alignements de pierres levées, datés d'environ 6500 ans avant notre ère, dont l'orientation vers des étoiles spécifiques a été proposée par l'astrophysicien Thomas Brophy et l'archéologue Robert Bauval. Si cette interprétation astronomique est correcte, elle repousse la datation de la connaissance astronomique formelle en Égypte de plusieurs millénaires avant les premières dynasties. Elle n'atteint pas la profondeur chronologique impliquée par le zodiaque de Dendera, mais elle contribue à documenter une continuité d'intérêts et de pratiques astronomiques en Égypte qui dépasse le cadre dynastique conventionnel. La question de la profondeur temporelle de la connaissance astronomique dans les civilisations anciennes est centrale à l'ensemble de cette investigation. Si des sociétés humaines organisées avaient développé des observations précises du ciel il y a 10 000 ans ou plus, elles auraient nécessairement disposé de cadres institutionnels permettant la transmission de ces connaissances à travers les générations. Ces cadres institutionnels, qu'ils prennent la forme de collèges de prêtres astronomes, d'académies ou d'autres structures équivalentes, représentent une forme de civilisation organisée au sens plein du terme. La question n'est donc pas seulement de savoir si une connaissance astronomique avancée existait avant les civilisations historiquement documentées. La question est de comprendre dans quel type de société cette connaissance a pu se développer et pourquoi les traces directes de cette société ont disparu du registre archéologique accessible. Le rapport entre mythe et histoire a traversé toutes les périodes de la recherche académique sans jamais recevoir de résolution satisfaisante. Depuis le XIXe siècle, les positions ont oscillé entre deux extrêmes.
D'un côté, une lecture euhéméristique qui cherche derrière chaque récit mythologique un événement historique réel que la tradition aurait défiguré et amplifié. De l'autre, une interprétation structuraliste ou psychanalytique qui voit dans les mythes des productions symboliques de l'esprit humain sans référent historique direct. Ni l'une ni l'autre de ces positions ne rend compte de la totalité des données disponibles. Les progrès de la géomythologie, de l'archéo-astronomie et de l'étude des traditions orales à longue portée ont ouvert une troisième voie. Considérer les mythes comme des systèmes de codage d'informations empiriques combinant des données réelles et des structures symboliques dans des formats conçus pour la transmission durable. La précision avec laquelle certains récits mythologiques décrivent dans des phénomènes géologiques et astronomiques réels ne peut pas être entièrement attribuée à la coïncidence. Les recherches de Patrick Nunn de l'Université du Sunshine Coast, publiées notamment dans The Edge of Memory, ont documenté que des traditions orales autochtones australiennes et du Pacifique préservent des descriptions précises d'événements côtiers, submersion d'îles, modification de lignes de rivage, apparition d'écueils, qui peuvent être corrélées avec des données géologiques marines vérifiées. Ces traditions maintiennent leur précision informationnelle sur des périodes de 7000 à 10 000 ans, ce qui représente un vecteur de transmission d'une fidélité remarquable. Ce que ces recherches impliquent pour l'interprétation des mythes de déluge, des récits de civilisations antérieures et des traditions relatives à des cataclysmes cosmiques est significatif. Si des traditions orales peuvent préserver des informations géologiques précises sur 10 000 ans, elles peuvent également préserver des informations sur des événements sociaux et institutionnels de la même période. La destruction d'établissements côtiers, la perte de savoirs spécifiques, la migration de populations entières. Ce qui serait transmis ne serait pas une description littérale des événements, mais une structure narrative encodant les éléments essentiels de l'expérience. La catastrophe, la survie, la perte d'un monde antérieur et la reconstruction dans de nouvelles conditions. La mythologie grecque offre un exemple particulièrement riche d'analyse dans ce cadre. Les récits relatifs à l'Atlantide, transmis par Platon dans le Timée et le Critias, sont universellement connus. Ce qu'il est moins, c'est que Platon lui-même les présente explicitement comme des récits historiques transmis par des sources égyptiennes, et non comme ses propres inventions. Il fait dire à son personnage Critias que les prêtres de Saïs auraient conservé des archives, décrivant une civilisation insulaire avancée, détruite par une catastrophe géologique il y a 9000 ans. Platon écrit au IVe siècle avant notre ère, ce qui placerait l'événement décrit vers 10 300 ans avant notre ère, un intervalle qui correspond à la transition entre le Drias récent et la période post-glaciaire. L'Atlantide de Platon a été interprétée de manières innombrables depuis l'Antiquité, et la majorité des chercheurs académiques la considèrent comme une construction philosophique fictive servant les arguments politiques de Platon sur les vertus des cités idéales. Cette interprétation est parfaitement défendable du point de vue de l'analyse du texte platonicien pris isolément, mais elle ne tient pas compte de la spécificité des détails géographiques, chronologiques et institutionnels fournis par Platon, qui dépassent ce qui serait nécessaire pour une parabole philosophique. Les coordonnées sont temporelles précises, les descriptions de l'organisation sociale et politique de l'Atlantide, les détails géographiques relatifs à sa position et à sa configuration, tous ces éléments correspondent à un niveau de détail qui, dans d'autres contextes, serait interprété comme indiquant une source documentaire et non une pure invention. Les traditions égyptiennes de l'époque prédynastique introduisent dans le concept des Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, une lignée semi-divine qui aurait gouverné l'Égypte pendant des millénaires avant les premiers pharaons historiques. L'art texte des pyramides et les listes dynastiques tardives accordent à ces entités des règnes extraordinairement longs, similaires dans leur structure aux rois antédiluviens sumériens. Le papyrus de Turin, un document administratif de l'époque ramesside qui tente de reconstruire la totalité de l'histoire dynastique égyptienne, intègre les Shemsu-Hor dans sa liste avec des durées de règne et des épithètes qui les distinguent clairement des dynasties historiques. Comme dans le cas sumérien, la question n'est pas de prendre ces durées au pied de la lettre, mais de comprendre ce que les rédacteurs de ces listes cherchaient à exprimer sur la nature de la différence entre le passé lointain et le présent historique. Ce que les mythes fondateurs de civilisations aussi différentes que l'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde, la Chine et les Mésoamériques partagent, c'est une structure narrative récurrente que l'anthropologue Mirsha Eliadeh a appelée le mythe du temps des origines,
une période primordiale de perfection ou de savoir supérieur, une catastrophe ou une dégradation, et un effort de reconstruction ou de restauration. Cette structure ne prouve pas qu'une civilisation antérieure a existé, mais elle encode, dans des cultures séparées par des millénaires et des continents, une mémoire collective de rupture, la conscience d'avoir perdu quelque chose d'antérieur et de chercher à le retrouver ou à le reconstruire. Cette conscience de la perte est structurellement différente d'une simple projection mythologique, et elle mérite d'être prise au sérieux comme donnée historique potentielle. La révolution de la génomique ancienne, rendue possible par les techniques de séquençage de l'ADN, ancien développées principalement dans les laboratoires de Svante Pääbo à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, a transformé la compréhension de la préhistoire humaine récente de manière aussi radicale que n'importe quelle découverte archéologique des dernières décennies, en extrayant et en séquençant l'ADN de restes humains anciens datant de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années. Les généticiens ont pu reconstruire avec une précision sans précédent les mouvements de population, les événements de métissage et les changements démographiques qui ont façonné la diversité génétique humaine contemporaine. Ces recherches ont produit plusieurs résultats, qui compliquent dans l'image conventionnelle d'un développement humain linéaire et progressif. L'un des résultats les plus frappants est la découverte que la diversité génétique humaine actuelle ne peut pas s'expliquer par un seul événement de dispersion à partir d'une population ancestrale unique en Afrique. Les données génomiques indiquent des événements multiples, de mélange entre des populations qui s'étaient séparées depuis des millénaires, ainsi que des contributions génétiques de populations archaïques, néandertaliens, dénisoviens et peut-être d'autres espèces encore non identifiées ostéologiquement à des proportions variables dans différentes populations contemporaines. Cette complexité génétique reflète une histoire démographique beaucoup plus dynamique et non linéaire que ce que le modèle conventionnel de la sortie d'Afrique permettait d'imaginer. Dans le contexte de cette investigation, les données génomiques les plus pertinentes concernent les goulots d'étranglement génétique. Ces événements où une population se réduit drastiquement avant de se reconstituer, laissant une empreinte durable dans la diversité génétique de ses descendants. L'identification de tels goulots dans différentes populations humaines et leur datation approximative à partir des taux de mutation génétique permet de reconstituer des épisodes de déclin démographique dont les causes peuvent ensuite être recherchées dans les données paléoclimatiques et archéologiques. Plusieurs de ces goulots d'étranglement coïncident avec des périodes d'instabilité climatique documentées. Un goulot affectant les populations humaines eurasiatiques a été daté d'un intervalle correspondant au dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Un autre, identifié dans certaines lignées génétiques mais pas dans toutes, correspond approximativement à la période du Drias récent. Ces coïncidences ne prouvent pas que les événements climatiques ont causé les déclins démographiques, mais elles sont cohérentes avec cette hypothèse et méritent d'être explorées davantage à mesure que les données génomiques sur des populations plus nombreuses et des périodes plus précises deviennent disponibles. Une observation plus difficile à interpréter dans le cadre de la génétique des populations conventionnelles est l'identification dans certaines populations d'une contribution génétique qui semble provenir d'une source non encore identifiée dans le registre fossile. Cette signature génétique, qualifiée parfois de fantôme génomique dans la littérature spécialisée, témoigne de mélanges avec des populations humaines dont aucun reste osseux n'a encore été retrouvé et dont la contribution génétique ne correspond pas aux séquences connues des Néandertaliens ou des Dénisoviens. Ces populations fantômes ne correspondent pas nécessairement à une civilisation avancée. Elles pourraient en tout aussi bien être des groupes de Homo sapiens archaïques ou des formes encore inconnues d'Homo. Mais leur existence démontre que le registre paléo-anthropologique est loin d'être complet et que des populations humaines significatives ont pu exister sans laisser de traces fossiles accessibles. La génomique des populations actuelles révèle également des discontinuités qui posent des questions sur la continuité des traditions technologiques et culturelles préhistoriques. Des analyses récentes de populations sud-américaines autochtones ont identifié une composante génétique provenant d'une population ayant des affinités avec des populations australo-mélanésiennes actuelles, suggérant un contact ou une migration transpacifique à une période reculée.
Cette découverte, initialement considérée comme une anomalie statistique, a été confirmée par plusieurs études indépendantes et est maintenant acceptée par une partie de la communauté des généticiens des populations, bien que ses implications historiques restent débattues. Si des populations avec des affinités australo-mélanésiennes ont effectivement atteint l'Amérique du Sud à une période précolombienne reculée, elles l'ont fait en traversant l'océan Pacifique, la plus grande étendue d'eau de la planète. Cette traversée, même si elle a pu être facilitée par des conditions géographiques différentes pendant les périodes de bas niveau marin de la fin de la période glaciaire, implique des capacités de navigation en haute mer que le modèle conventionnel de la préhistoire humaine n'attribue pas aux populations de cette époque. Elle constitue un autre exemple d'une capacité technique que les données empiriques suggèrent, mais que le cadre théorique dominant ne permet pas d'expliquer facilement. Les avancées récentes de la protéomique ancienne, l'analyse des protéines plutôt que de l'ADN qui se dégrade moins rapidement, ont permis d'étendre les analyses à des restes humains beaucoup plus anciens que ce que la génomique permet actuellement. Des résultats publiés dans les 2 dernières années ont commencé à documenter des lignées et des divergences dans des intervalles temporels compris entre 50 000 et 200 000 ans, ouvrant une fenêtre sur des dynamiques de population dont la relation avec les événements climatique et géologique de ces périodes reste entièrement à explorer. Ces données ne concernent pas directement la question d'une civilisation préhistorique avancée, mais elles contribuent à démontrer que l'histoire démographique humaine est vastement plus complexe que ce que les modèles disponibles il y a 20 ans permettaient de concevoir. La question de l'accès aux sites archéologiques et aux données qui en proviennent est un aspect de cette investigation qui requiert une analyse rigoureuse, distincte des affirmations de conspiration qui circulent dans la littérature populaire sur ce sujet. Il existe une différence substantielle entre affirmer qu'une conspiration organisée dissimule délibérément des preuves d'une civilisation antérieure et constater que les structures institutionnelles qui gouvernent la recherche archéologique créent des dynamiques de conservation et de diffusion des données qui ne correspondent pas toujours aux standards idéaux de la transparence scientifique. La première affirmation est difficile à étayer et relève dans la plupart de ces versions du conspirationnisme. La seconde est documentée et fait l'objet d'un débat interne à la communauté archéologique elle-même. L'archéologie, en tant que discipline académique, s'est développée dans un contexte institutionnel spécifique au XIXe et au début du XXe siècle, marqué par les intérêts coloniaux des puissances européennes dans les régions à fort patrimoine archéologique. Les grandes institutions muséales, le British Museum, le musée du Louvre, le musée de Berlin, ont constitué leur collection en grande partie à travers des acquisitions qui, selon les standards contemporains, seraient censées considérées comme des appropriations illégitimes d'un patrimoine national. Cette histoire crée des tensions persistantes entre les pays d'origine des artefacts et les institutions qui les détiennent, avec des conséquences directes sur l'accès aux objets pour la recherche et sur la diffusion des données. En Égypte, l'accès aux sites archéologiques et aux objets conservés dans les musées est contrôlé par le Conseil suprême des Antiquités, une institution gouvernementale dont les politiques d'accès ont fait l'objet de critiques répétées de la part de chercheurs indépendants. Des cas documentés de refus d'accès à des chercheurs souhaitant réaliser des datations indépendantes, des analyses non destructives ou des explorations de zones non encore fouillées ont été rapportés dans des publications spécialisées. Ces refus ne constituent pas nécessairement la preuve d'une dissimulation intentionnelle. Ils peuvent s'expliquer par des considérations administratives, des préoccupations légitimes de préservation ou des priorités institutionnelles différentes. Mais ils créent objectivement des obstacles à la vérification indépendante des données disponibles. Le cas du plateau de Gizeh est particulièrement illustratif. Plusieurs demandes d'exploration des cavités et des espaces vides détectés à l'intérieur et sous les structures du plateau par des méthodes géophysiques non invasives, radars pénétrants, tomographie acoustique, imagerie par muance, ont été refusées ou indéfiniment différées par les autorités égyptiennes compétentes. La détection de ces cavités non explorées, mais explorées par des équipes japonaises dans les années 1980 et par des équipes françaises dans les années 1990, a été confirmée. Leur contenu reste inconnu. Les raisons invoquées pour le refus d'exploration incluent les risques pour l'intégrité structurelle des monuments et les ressources administratives insuffisantes pour superviser les explorations. Ces raisons peuvent être légitimes, mais l'absence d'exploration laisse ouverte une question qui dispose pourtant des moyens techniques pour être résolue.
Le problème de la publication des données archéologiques est distinct de la question de l'accès au site, mais également significatif. La norme académique impose que les données brutes des fouilles archéologiques soient publiées dans un délai raisonnable après leur collecte. Dans la pratique, de nombreuses fouilles produisent des rapports préliminaires, mais voient leurs données complètes rester inédites pendant des décennies. Ce phénomène, connu sous le nom de Grey Literature Problem dans la littérature archéologique anglophone, est documenté et reconnu comme un problème systémique par les instances professionnelles comme le Comité des données en archéologie. Des données de fouilles de sites majeurs restent ainsi inaccessibles à la communauté scientifique, non par dissimulation active, mais par les dynamiques normales d'une discipline dont les ressources humaines sont insuffisantes par rapport à la quantité de données produites. Les biais de publication constituent un autre mécanisme institutionnel qui affecte la construction du savoir archéologique. Les revues académiques à comité de lecture, qui constituent la référence institutionnelle dans la discipline, publient préférentiellement des études qui confirment ou affinent le cadre théorique dominant plutôt que des études qui le remettent radicalement en question. Ce biais n'est pas spécifique à l'archéologie. Il est documenté dans l'ensemble des disciplines scientifiques et fait l'objet d'une littérature spécialisée en sociologie des sciences. Mais il a pour conséquence pratique que les données anomaliques, celles qui s'inscrivent difficilement dans les cadres explicatifs disponibles, ont des trajectoires de publication plus longues et plus difficiles que les données conformes aux attentes. Ce que tout cela implique pour l'investigation des anomalies examinées dans ce documentaire n'est ni la confirmation d'une conspiration organisée, ni l'invalidation de toutes les données anomaliques. C'est la reconnaissance que le processus de production et de diffusion du savoir archéologique est un processus institutionnel soumis à des dynamiques sociales, économiques et politiques qui ne correspondent pas au modèle idéal de la science neutre et transparente. Dans ce contexte, maintenir une attitude critique à l'égard des deux types d'affirmations, celles qui soutiennent le modèle conventionnel et celles qui le contestent, est une exigence épistémologique élémentaire. La rigueur consiste à évaluer les données et les méthodes, non à présupposer la légitimité ou l'illégitimité d'une position en fonction de son rapport à l'institution académique. Au terme de cette investigation, il est nécessaire de procéder à une évaluation rigoureuse de ce que l'ensemble des données examinées permet raisonnablement de conclure, et de ce qu'il ne permet pas de conclure. Cette distinction est essentielle, car l'honnêteté intellectuelle exige que l'on résiste aussi bien à la tentation de minimiser les anomalies documentées qu'à celle de les assembler en une narrative trop cohérente qui irait au-delà de ce que les preuves disponibles justifient. Ce qui peut être affirmé avec un degré élevé de confiance sur la base des données examinées est l'existence d'un ensemble d'anomalies archéologiques, géologiques, génétiques et linguistiques qui résistent aux explications conventionnelles dans le cadre des modèles actuellement dominants. Ces anomalies ne sont pas marginales ou anecdotiques. Göbekli Tepe est un site réel, fouillé par des équipes académiques rigoureuses dont la datation et la complexité architecturale sont indiscutables. Les goulots d'étranglement génétique documentés dans plusieurs lignées humaines correspondent à des intervalles temporels réels. Les niveaux de précision métrologique observés sur certains artefacts égyptiens anciens sont des mesures objectives. La distribution mondiale des récits de déluge est un fait anthropologique documenté. Ce qui ne peut pas être affirmé avec le même degré de confiance est que ces anomalies prouvent collectivement l'existence d'une civilisation préhistorique globale avancée comparable aux civilisations historiquement documentées. Plusieurs des anomalies examinées ont des explications alternatives plausibles dans le cadre conventionnel, même si ces explications sont dans certains cas incomplètes ou insuffisantes. La critique académique des théories alternatives a souvent une base méthodologique légitime, même lorsqu'elle sous-estime la force des anomalies qu'elle cherche à expliquer. La prudence épistémologique exige de maintenir cette ambivalence plutôt que de la résoudre prématurément dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est cependant suggéré par la convergence des données, sans être prouvé, est un scénario dont les grandes lignes sont cohérentes avec l'ensemble des éléments disponibles. Entre 20 000 et 10 000 ans avant notre ère, des populations humaines vivant dans des zones côtières aujourd'hui submergées auraient pu développer des formes d'organisation sociale plus complexes que celles que le modèle conventionnel attribue aux populations de chasseurs-cueilleurs de cette période.
Et ces sociétés qui peuvent s'en exposer, que aider aux exigences pratiques de la navigation, de l'observation astronomique nécessaire à la navigation et de la gestion des ressources dans des environnements côtiers complexes, auraient pu accumuler des connaissances empiriques significatives dans ces domaines. La catastrophe ou les catastrophes successives de la fin de la période glaciaire, montée des eaux, instabilité climatique du Drias récent, possibilité d'impacts cosmiques ou d'événements géologiques extrêmes auraient détruit les établissements physiques de ces sociétés et sévèrement perturbé leurs structures institutionnelles. Les survivants, dispersés et réduits dans leurs ressources matérielles, auraient me préservé une partie des connaissances accumulées sous forme de traditions orales, de récits symboliques et peut-être de documents ou d'artefacts matériels dont certains auraient été transmis aux premières civilisations historiquement documentées. Ces civilisations, sumériennes, égyptiennes, indiennes, témoigneraient donc non pas d'un développement entièrement autonome à partir du zéro d'une société primitive, mais d'une reconstruction partielle à partir d'un héritage fragmenté. Ce scénario, s'il est exact, expliquerait l'ensemble des anomalies examinées. La complexité technique sans antécédent, locaux de Göbekli Tepe, la technicité métrologique des premières constructions dynastiques égyptiennes supérieure à celle de leurs successeurs, la présence de données cartographiques et astronomiques encodées dans des documents médiévaux sans explication dans les traditions documentées, la convergence des récits mythologiques vers une mémoire de pertes catastrophiques, et la structure des listes royales sumériennes et égyptiennes distinguant explicitement un passé antédiluvien d'un présent post-catastrophique. La difficulté fondamentale de ce scénario est son rapport à l'évidence archéologique directe. Une civilisation préhistorique qui aurait principalement existé dans des zones côtières, aujourd'hui submergées, laisserait très peu de traces accessibles aux méthodes archéologiques terrestres conventionnelles. Les preuves de son existence seraient principalement indirectes. Les anomalies dans les civilisations qui ont hérité de ces connaissances, les mémoires encodées sont dans les traditions mythologiques et les éventuels vestiges sous-marins dont l'exploration systématique n'a pas encore été réalisée. C'est précisément la nature indirecte de ces preuves qui les rend difficiles à évaluer selon les standards habituels de la validation archéologique. L'avenir de cette investigation dépend en grande partie de deux développements technologiques et institutionnels. Le premier est l'expansion et la systématisation des explorations archéologiques sous-marines dans les zones côtières qui étaient au-dessus du niveau de la mer pendant la période comprise entre 20 000 et 6 000 ans avant notre ère. Les technologies de cartographie acoustique, de prospection géophysique sous-marine et de documentation photographique à haute résolution disponibles aujourd'hui permettraient en principe une investigation systématique de ces zones à un coût bien inférieur à ce qu'une telle entreprise aurait représenté il y a 20 ans. Ce qui manque n'est pas la technologie, mais la volonté institutionnelle et le financement pour entreprendre des explorations dans des zones qui ne sont pas encore reconnues comme archéologiquement prioritaires. Le second développement est l'amélioration des méthodes de datation et d'analyse des artefacts existants. Des techniques comme la thermoluminescence, la résonance paramagnétique électronique et la datation par exposure à la lumière cosmique permettent de dater des matériaux qui résistent à la datation par carbone 14 et pourraient en produire des résultats significativement différents des datations conventionnelles sur certains sites controversés. L'application systématique de ces méthodes à des sites dont la datation est contestée, combinée avec la publication transparente et intégrale des résultats, constituerait une avancée significative pour l'évaluation rigoureuse des hypothèses examinées dans cette investigation. Ce que cette investigation démontre en définitive, indépendamment de la question de l'existence d'une civilisation préhistorique avancée, est que le modèle conventionnel du développement humain est moins établi et moins complet qu'il ne se présente souvent lui-même. Les anomalies sont réelles, les questions sont légitimes, et les réponses disponibles sont insuffisantes. La science progresse en maintenant ouvertes les questions pour lesquelles les réponses disponibles sont insuffisantes, et non en les fermant prématurément par adhésion au consensus dominant. C'est dans cet esprit que les données examinées ici méritent de continuer à faire l'objet d'une investigation rigoureuse, méthodiquement conduite sans présupposer la conclusion dans un sens ni dans l'autre.